Donc, bonjour à tous. Mon nom est Ghislain Armand. Je suis avec Philippe Trottier. Aujourd'hui, le sujet principal va être l'intelligence artificielle, mais plus spécifiquement, comment une entreprise peut aujourd'hui, en 2024, commencer à implémenter l'intelligence artificielle dans leur processus de tous les jours. Donc, bonjour Philippe. Bonjour Ghislain, comment ça va? Très bien, toi? Ça va très bien. Excellent. Très excité d'être ici, très excité de parler d'intelligence artificielle. Avant qu'on débute le sujet, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton background. Parfait. Comme tu sais, on a étudié ensemble en ingénierie logicielle à l'ETS il y a plusieurs années. Dans le temps, c'était plus cool là-bas. Puis après l'ETS, moi, je suis parti directement en Californie. Je suis allé travailler chez Google pour quelques années. Puis finalement, le Québec a fini par me manquer. Fait que j'ai décidé de revenir. Travailler chez Ubisoft, puis ensuite Unity. Puis finalement, je suis arrivé chez Redmond parce que je voulais plus faire de jeux vidéo. Parfait. Et le pire, c'est qu'on a commencé à travailler sur un projet qui est quand même similaire aux jeux vidéo. Il y a des concepts de base. On va pouvoir parler un peu plus en détail aujourd'hui. Mais excellent. Donc, background en ingénierie logicielle. Je pense que tu as commencé à toucher à l'intelligence artificielle un petit peu avant ça, avant d'arriver dans l'entreprise. Ça dépend de la définition d'intelligence artificielle qu'on utilise. Puis c'est quelque chose qu'on va explorer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intelligence artificielle? Donc oui, j'avais touché des anciennes formes d'intelligence artificielle, plus classiques, comme trouver des chemins dans un labyrinthe, des choses comme ça. Mais maintenant, on est dans une autre ère d'intelligence artificielle. Oui, effectivement. Cool. Donc, juste rapidement parler de Ranmar un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est une entreprise de distribution fondée en 1936. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est on rend disponible des produits aux revendeurs pour qu'ils puissent en faire la revente. Fait qu'on travaille avec les manufacturiers. Les manufacturiers vont positionner leur inventaire dans nos entrepôts. Ensuite de ça, il va y avoir des revendeurs qui vont être capables de prendre cet inventaire-là et de desservir différents marchés à travers le Canada présentement. Fait que... et voilà. Première question, rentrons dans le sujet maintenant. On rentre dans le sujet directement. Fait que ça fait maintenant, tu as commencé en décembre dernier à travailler pour Ranmar. J'aimerais ça que tu parles un petit peu du cycle de développement, de ton expérience, de peut-être la culture en tant que personne qui vient d'arriver, qui a maintenant quand même pas mal d'expérience avec nous, moins d'1 an, mais juste parler un petit peu de la culture puis du cycle de développement. Ouais, la première chose la plus choquante, c'est que j'ai toujours été dans des grosses compagnies. J'ai toujours travaillé dans des compagnies qui avaient beaucoup de processus. Il y avait beaucoup d'étapes entre écrire du code puis envoyer le code en production. Des fois, ça pouvait prendre plusieurs semaines avant que ta ligne de code rentre en production. Puis maintenant, c'est complètement différent. Je veux dire, le code va en production tous les jours. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Mais il y a vraiment une emphase sur l'itération, puis une emphase sur c'est pas la fin du monde. Si quelque chose est brisé, on va être capable d'aider le client d'une autre manière. Puis si ça nous permet de bouger 10 fois plus vite, je pense que ça vaut l'échange. Oui, exactement. Selon moi, il y a un coût à rajouter des tests unitaires et rajouter des processus administratifs entre qu'est-ce qui se doit d'être fait et comment desservir le client dans l'immédiat. Donc, effectivement, on a travaillé extrêmement fort à réduire le temps entre l'implémentation et la mise en production. Et justement, il y a un projet, le logiciel dans nos entrepôts qu'on travaille actuellement. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce que tu as réussi à faire avec Microsoft pour maintenant que tu passes de production de ligne jusqu'à la mise en prod dans tous les entrepôts du Canada? Oui, ça, c'est quelque chose qui est populaire même dans les grosses compagnies. C'est le CI/CD, donc le déploiement continu du logiciel. Bref, on a seulement à envoyer une ligne de code où on incrémente la version du produit.
Puis, le logiciel est automatiquement propagé via le Microsoft Store sur toutes les machines qui utilisent le logiciel à travers le monde. Fait que on peut déployer une mise à jour sur tous les ordinateurs de tous les entrepôts qui utilisent la plateforme Renmore en quelques heures. J'aime ça. Music to my ears. Donc, de notre côté, dans l'entreprise, on a commencé à faire quelque chose pour maintenant commencer à introduire le sujet de l'intelligence artificielle. Et c'est un document PDF. Okay? Quelque chose d'aussi simple que ça. Pour plusieurs raisons. Okay? La principale, c'est d'un point de vue culture, avoir un endroit où est-ce qu'on définit très, très bien les différents projets, qui est Renmore, qui est-ce qu'on dessert, comment qu'on le fait, l'ensemble de nos partenaires dans un même document PDF. Dans ce document, il y a aussi des liens externes vers notre site web, vers nos académies, vers le channel YouTube, vers nos manufacturiers. Donc, pour nous, c'est un endroit où est-ce qu'on est capable de mettre l'ensemble de la culture de l'entreprise. Comme ça, on est capable de s'assurer que la vision, tout le monde peut d'abord y référer avant de prendre une action. Puis ça évite quand même relativement beaucoup de communication. Un exemple de ça, une personne travaille sur la mise à jour de notre site web principal, de la landing page. C'est quoi le style? C'est quoi les différents sujets qu'on veut mettre de l'avant? Ça fait en sorte que réfère au PDF. OK, c'est ça, les différentes sections qui sont importantes, les voici. Ils sont capables de construire un projet dans son entièreté juste à travers le PDF. Par contre, le deuxième point qui est important, c'est que maintenant, les chatbots, les ChatGPT, Gemini de ce monde, tu es capable de référer un document à ces engins-là et directement, il va l'indexer et savoir exactement, OK, c'est qui Renmore, qu'est-ce qu'ils font, qui desservent et avec qui travaillent, juste avec un URL. Ensuite de ça, ça devient très facile de poser des questions face à ce document ou face à l'entreprise plus. Donc, rentrons dans qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Ben, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? C'est une très bonne question. Je veux dire, jadis, l'intelligence artificielle, c'était comme j'avais un peu décrit, c'était si on avait, admettons, dans les jeux vidéo, on avait des personnages qui étaient capables de se promener dans un environnement 3D, qui étaient capables de faire, mettons, regarder le joueur puis faire des actions envers le joueur. On appelait ça de l'intelligence artificielle, puis on appelle encore ça de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Parce que c'est un comportement qui ressemble à ce qu'un humain ferait. Mais dans les dernières années, l'apprentissage machine, puis là, plusieurs découvertes, les transformers et d'autres technologies sont arrivées. Puis il y a eu des développements, je pense, qui sont un petit peu inattendus. Inattendus pour la plupart du monde. Mm-hmm, totalement. Ça a avancé extrêmement rapidement. Puis je veux dire, l'introduction s'est faite il y a à peine 1 an de ça. C'est un sujet que la majorité des gens ne connaissaient même pas. Et du jour au lendemain, ChatGPT arrive, puis oh, wow, OK, il commence à avoir de la disruption dans plusieurs industries. Pour faire attention, il faut s'y attarder. D'où le but de faire ce podcast aujourd'hui. Oui. Ben, c'était assez incroyable ce qui est arrivé. Je pense que je voyais un graphique l'autre jour, ChatGPT. La vitesse avec laquelle un produit est arrivé à 1 million ou 10 millions d'utilisateurs, puis ça comparait à Facebook, MySpace, LinkedIn. ChatGPT, c'était parmi le top 1 ou 2 ever, puis c'était comme 10 fois plus vite que les autres. Là. Moi, je pense que c'était le top 1. Ça a vraiment take over Internet et ça a été dans la bouche de pas mal tout le monde et tout le monde, évidemment, se sont renseignés là-dessus. Par contre, ça continue à évoluer très, très rapidement et vraiment, ça devient important de commencer à s'intéresser à ça et à incorporer dans nos entreprises ces outils. Donc, le premier truc que je pense est important de parler, c'est la différence entre une version payante et gratuite de ces outils. Fait que, on peut parler de ChatGPT, Gemini, Copilot. Ils ont pas mal tous les mêmes termes et conditions ou les privacy notices, comme on les appelle. Puis je pense que ça, c'est important de comprendre quelle est la différence entre les deux. Ben, c'est important à comprendre pour tous les petites business, toutes les business qui vont travailler avec ces outils-là. C'est que quand on utilise la version gratuite de ces outils-là,
toutes les questions qu'on pose, toute l'information qu'on donne au robot va être utilisée pour entraîner le robot par la suite. Et par conséquent, ça serait possible que je donne l'information privée d'une entreprise sur une version gratuite, puis ensuite, une autre entreprise pose une question similaire, puis le ChatGPT ou Gemini, l'outil qu'on utilise, va répondre avec mon information confidentielle que j'avais mis initialement. Chose qu'on veut pas. Si tu es pour incorporer ça dans une entreprise, je veux dire, les données des clients, des fournisseurs, tes données opérationnelles sont cruciales à garder pour toi-même. Je pense que tu ne veux pas qu'il y ait de leak à ce niveau-là sur Internet. Fait que c'est important de considérer la licence que tu vas utiliser parce qu'on recommande à tous d'utiliser ces outils-là. Par contre, choisis la bonne licence et normalement, ça va être les licences d'entreprise qui vont te permettre de t'assurer que tes données ne soient pas utilisées à des fins d'entraînement. Oui. De toute façon, c'est un outil tellement puissant qu'il vaut la peine que ce soit ça ou non. Je veux dire, ça vaut la peine d'acheter un tel outil. C'est pas si cher que ça pour l'impact que ça peut avoir dans une entreprise. Totalement. Donc, nous, on a commencé à faire différents projets d'exploration autour de ChatGPT, de Gemini, de Microsoft Copilot aussi, parce que je pense que c'est important de ne pas juste se limiter à un, mais de faire de l'exploration constante des différentes possibilités. Donc, je sais que tu as travaillé sur quelques-uns de ces projets-là. Est-ce que tu veux en parler davantage? Oui, certainement. Je vais commencer par juste une petite parenthèse sur ce que tu as dit. Il y a plusieurs styles de large language model comme ChatGPT. Donc, tu as ChatGPT, tu as Gemini qui est ton préféré en ce moment, je ne me trompe pas. Effectivement. Microsoft ont leur copilote qui est ChatGPT sûrement sous le capot. Là. Possiblement. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Claude. Ouais. Claude, puis il y a plein d'autres petites compagnies. Honnêtement, puis il y a Grok de X, de Elon Musk. Effectivement, ouais. Puis ils sont tous un peu en train d'essayer de prendre un petit peu d'avance sur l'autre, mais ils sont tous très forts maintenant. Là. Effectivement. Donc, ce qui est important, c'est de les utiliser. Ouais. Puis de développer la technologie. Et après, une fois que c'est dans tes processus d'entreprise, transfert vers un ou l'autre, ils vont jouer des rôles relativement similaires. Par contre, si tu es ignorant face aux possibilités, c'est sûr que ton entreprise ne pourra pas évoluer à cette nouvelle révolution parce que c'est carrément ça qu'on subit en ce moment. C'est une technologie qui est 10 fois supérieure à l'ancienne. Conséquemment, il va y avoir un changement qui va se produire dans notre société. Puis une chose aussi, c'est que habituellement, quand on intègre une solution dans notre entreprise, dans un système, changer de solution, ça peut être un gros effort parce que tu dois changer la manière que tu interagis avec les librairies ou peu importe. Mais l'interface avec laquelle on interagit avec ces systèmes-là, c'est l'anglais ou le français, c'est la langue. Puis ils ont tous la même interface, donc c'est vraiment facile de changer d'un à l'autre. Oui, excellent. Bon point. Donc, les projets qu'on fait en ce moment? Donc, nous, on a capitalisé là-dessus. Un des premiers projets sur lequel on a vraiment capitalisé avec l'AI, c'est les revendeurs envoient à Renmar des purchase orders, des listes d'achats. Puis, nous, on doit les rentrer dans le système. Donc, ça va dire, par exemple, je veux acheter 5 imprimantes X, 3 imprimantes, 3 cartouches d'encre Y, puis 2 imprimantes Z, mais sur le numéro d'opportunité de telle compagnie 1, 2, 6, 8, 3. Puis, il faut que ça soit livré à cette adresse-là. Donc, on reçoit des gros documents PDF remplis d'informations comme ça. C'est des tables remplies d'informations. Mm-hmm. Puis, un des problèmes, c'est que chaque personne qui nous envoie ces documents-là vont utiliser un format différent. Ouais. Donc, il n'y avait aucune manière avant une espèce d'intelligence artificielle de prendre ces documents-là puis de dire qu'est-ce qui est sur le document, qu'est-ce que cette personne-là veut commander ou qu'elle veut l'envoyer, puis avec quelle opportunité d'achat. Mm-hmm. Mais avec les nouvelles versions d'intelligence artificielle qui sont capables de travailler avec la vision, le problème s'est résolu très facilement. Effectivement.
Fait que, juste pour clarifier un petit peu, essentiellement, chaque entreprise va avoir ce qu'on appelle un Enterprise Resources Planning ou un ERP, du moins un fichier Excel qui va contenir toutes les informations financières. Quand ils vont recevoir un PO, une liste d'achat du end user, essentiellement, de la personne qui dessert, ils doivent aussi nous transmettre cette information. Cette information doit d'abord rentrer dans leur système, puis ensuite, ces systèmes-là nous transférer l'information. Ça peut paraître un cycle très dinosaure. Par contre, nous, on a travaillé extrêmement fort à informatiser puis automatiser l'ensemble du processus complet et même ça va jusqu'au niveau du manufacturier aussi. Ces systèmes-là que les revendeurs ont, c'est des systèmes en général qui sont capables d'envoyer des documents PDF. Ils ont de la misère avec des courriels, ils ont de la misère avec une intégration par API. Par contre, des PDF, là, chacun d'eux sont capables de faire ça. Donc, c'est une expertise qu'on devait développer. On a vu que c'était un problème, la communication entre le revendeur et Ranmar, et que le point milieu était un document PDF. Donc, Philippe a développé un petit système pour rentrer automatiquement ces PDF-là dans notre système. Ouais. C'est une des forces des language models. C'est là qu'on va les voir. On va en parler tantôt. Une de leurs forces, c'est la traduction. Mais tout ce qui touche la communication a le potentiel d'être vastement amélioré par ces systèmes-là. Totalement. Fait que nous, on a mis ça comme point central. Ouais. Bon. On a fait un autre projet aussi? Oui, le deuxième projet, c'est le projet de génération de contenu. Puis là, il y a plusieurs utilisations des language models comme ChatGPT. Donc, la première utilisation qu'on en fait, c'est que nous, des manufacturiers, ou quand on entre les produits dans notre système, les descriptions sont... c'est comme des listes de faits, comme mettons, je sais pas, 15 000 pages, fonctionnent avec ces produits-là. C'est pas vraiment des phrases qui sont intéressantes à écouter. C'est très technique, c'est cassé. Donc, la première utilisation qu'on en fait, c'est qu'on prend ces produits-là, toute l'information à l'interne qu'on a sur le produit, puis on génère quelques paragraphes de contenu qui décrit le produit, puis c'est quoi son objectif, pourquoi c'est un bon produit qu'on devrait utiliser. Donc, une des choses qu'on s'est mis à faire, c'est essentiellement, aussitôt qu'on a un produit dans nos entrepôts, on génère un modèle 3D du produit. Ensuite de ça, une fois qu'on a le modèle 3D, on est capable de générer une vidéo de forme, un short form vidéo qui est dans le format TikTok, Instagram, donc mobile. Et il faut un voice-over. Je veux dire, il faut quand même capturer l'attention de l'audience. Fait que tout le texte, on utilise ChatGPT pour être capable, comme Philippe a mentionné, on prend tous les détails techniques, on le donne à ChatGPT. Crée-nous en 4 phrases un voice-over de forme advertising qu'on peut mettre par-dessus. Puis ensuite de ça, on génère une vidéo. Donc, chacun des produits qui sont dans nos entrepôts ont un vidéo promotionnel qui vient avec, qui a été généré par un mix de notre technologie et des technologies d'intelligence artificielle. Ouais. Puis ça touche une espèce de fibre possible maintenant avec ces technologies-là qui est l'hyper-personnalisation. Mm-hmm. Fait que c'est pas une vidéo qui dit « Regardez comment ce produit-là est bon », puis X, Y, Z, puis c'est le même texte, le même script pour toutes les vidéos. Mais chaque script est unique au produit. Puis c'est quelque chose qu'on va recommander aussi au monde d'utiliser pour s'ils envoient des courriels, admettons, à tous leurs clients ou quelque chose comme ça. Au lieu d'avoir un courriel très générique qui dit « Bonjour, Monsieur X », puis après, c'est le même contenu, ce serait facile d'adapter légèrement le courriel pour qu'il soit plus intéressant. Totalement. Et plus loin que ça, quand on partage des vidéos, les engins d'intelligence artificielle sont capables d'indexer des vidéos. Ils sont capables de « OK, ça, c'est le background, donc le brand en question. Ça, c'est le produit. OK, je suis capable d'extraire les part numbers du produit. Ensuite, tu as tout le voice-over. Ils sont capables de convertir ça sous texte.
il y a ton logo qui va être dessus. OK, ça, c'est le revendeur en question, la personne en question. Donc, juste à travers une vidéo, l'engin d'intelligence artificielle, si tu y fais référence, il va déjà avoir un contexte autour des futures questions que tu vas lui poser ou juste de l'interaction que tu vas avoir avec. Ouais. Puis une chose aussi, c'est que dans la génération de ces vidéos-là, l'utilisation du AI en général, on en fait, je pense, au moins 4 ou 5. Je veux dire, de la photo jusqu'aux vidéos, il y a le contenu du vidéo, le parler, il y a la voix elle-même qui transfère du script vers l'audio qui est fait par du AI. Il y a l'amélioration des photos des produits qui est faite via le AI. Donc là, on est au moins à 3. Ça ne m'étonnerait même pas que dans la caméra elle-même, il y ait du AI qui fait un petit traitement de l'image. Donc, c'est vraiment rendu présent partout, là. Exact. Et accessible. Ça, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. C'est accessible pour n'importe qui en 2024 de commencer l'utilisation de ces outils-là. Donc, on a un autre projet aussi qui est la prédiction de la demande au niveau de nos entrepôts qu'on a commencé à faire. Donc, on utilise un partenaire pour ça parce que là, ça devient vraiment de l'intelligence artificielle un petit peu plus poussée. Donc, Vuban, qui ont cette expertise. On va pouvoir en parler un petit peu plus tard de Vuban. Mais je ne sais pas si tu veux parler un petit peu plus de comment on utilise Vuban. En fait, c'est quoi le projet qu'on fait avec eux et ultimement, comment ça peut bénéficier nos revendeurs. Ben, le premier projet, l'impact va être assez intéressant pour les revendeurs. L'objectif du projet, c'est de prévoir qu'est-ce qui va être vendu, qu'est-ce qui va être désiré pour l'achat dans les prochaines semaines. Puis ça permet à Renmore de commander d'avance ces produits-là, ce qui fait en sorte que, avant même que quelqu'un sache qu'il va vouloir ce produit, le modèle prédictif a une bonne idée que ça va se produire. On va le commander. Puis quand la personne réalise « Ah, j'ai besoin de ce produit-là, mes clients le veulent, il faut que je leur vende », il va aller sur la plateforme Renmore puis il va découvrir que le produit est en stock. Mm-hmm. Et plus loin que ça, il va être même positionné stratégiquement à travers le Canada en fonction de quel code postal on pense que ce produit va aller. Je veux dire, on a 4 entrepôts. C'est pas comme si c'est rendu granulaire au niveau de la ville. Par contre, d'un point de vue géographique, diviser le pays en 4, on pense qu'il va y avoir tant de ce produit-là vendu dans ce 25 %-là du Canada, tant autre dans telle autre section, et etc. Donc, on va prévoir quelle quantité de produits on va avoir de besoin pour un nombre de semaines déterminé par le manufacturier et il va être positionné stratégiquement en fonction de où est-ce qu'on pense qu'il va se faire vendre à travers le Canada. Oui, c'est vraiment... c'est une intelligence artificielle qui est plus poussée que ce qui est offert clé en main. Mais l'impact de la demande, la prédiction de la demande est massif dans la chaîne de distribution, que ce soit pour Renmore ou pour les revendeurs, les manufacturiers. Ça va devenir quelque chose d'absolument essentiel pour toute compagnie qui veut compétitionner dans ce domaine. Totalement. Donc, avant de commencer ce projet, on avait une version plus de base, en fait, extrêmement de base. Par contre, je veux dire, elle fonctionnait assez. Elle était juste un petit peu meilleure que ce qu'un humain pourrait être capable de faire. Et le pourquoi, c'est juste à cause de la quantité de produits qui doivent être révisés. Donc, ça a été comme le premier projet, juste pour faire un petit peu la route. Ensuite de ça, on vient d'implémenter vraiment une intelligence par-dessus ça qui va être très bénéfique pour l'ensemble des revendeurs et vraiment pour Renmore aussi. Pour connecter à ce qu'on disait plus tôt aussi, c'est ce que tu parlais qui était l'ancienne version de l'AI, on aurait appelé ça de l'intelligence artificielle dans le temps aussi. C'est juste une intelligence artificielle d'une autre catégorie ou beaucoup plus primitive que maintenant ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Effectivement, c'était très primitif. Excellent. Donc là, maintenant, on commence un nouveau projet basé là-dessus où est-ce qu'on veut offrir exactement la même chose, mais pour le revendeur. Donc, puisque un de nos objectifs, c'est aussi de
permettre à l'ensemble de nos clients de bénéficier de l'intelligence artificielle et d'adapter cette technologie-là à leur processus le plus rapidement possible et facilement possible. C'est pas quelque chose qui est nécessairement donné à tout le monde. Je veux dire, nous, on a des backgrounds en ingénierie logicielle qui nous permettent de comprendre cette technologie et de l'implémenter. Par contre, je veux dire, c'est totalement comprenable que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont cette opportunité. Donc, maintenant, au niveau des revendeurs, dans le portail revendeur, notre objectif, c'est pour un code postal spécifique, d'être capable, basé sur l'historique de vente de ce client-là, d'être capable de prédire, OK, ben je m'attends à ce qu'il va avoir besoin de ces différents produits-là parce qu'il recommande cette cartouche-là à tous les 2 mois, par exemple. Donc, on veut essayer et permettre aux revendeurs d'avoir accès à la technologie qu'on a développée pour nous, mais le rendre disponible pour eux. Ça, c'est une philosophie en général de rendement. Que même tout ce qu'on développe à l'interne qui apporte de la valeur, on essaie de l'apporter aussi aux clients de rendement. Donc, c'est un peu le principe qui s'appelle « Eat your own dog food ». J'aime ça. Effectivement, pour bâtir par-dessus, autant nos clients que nos fournisseurs, ils savent qu'on a un portail revendeur et un portail manufacturier. Nous, à l'interne, on n'a pas créé maintenant une nouvelle interface pour gérer les commandes. Je veux dire, on a un petit système interne qu'on appelle Central, qui est essentiellement une barre de recherche. Tu rentres quelque chose, ensuite de ça, il va trouver que ce soit le document ou le produit. Et ensuite de ça, tu vas décider est-ce que tu vas aller le voir sur le portail revendeur ou le portail manufacturier. Donc, on voit et on utilise exactement les mêmes outils que nos revendeurs et nos manufacturiers. Donc, une des raisons pourquoi on a réussi à, convertir, de permettre un changement de comportement dans les dernières années, c'est simplement parce qu'on utilisait le même outil que les personnes qu'on desservait aussi. Donc, il était capable de voir exactement la même chose que nous et de prendre les mêmes actions aussi. Ensuite de ça, on est en train de travailler sur un autre projet qu'on appelle Reseller Resources. L'objectif, essentiellement, c'est d'avoir un drive, un disque qui contient l'ensemble, que ce soit des datasheets, des produits, mais n'importe quelle ressource que les manufacturiers veulent rendre disponible aux revendeurs. Puis on a une raison très précise pourquoi on fait ça et pourquoi on les rend disponibles à nos revendeurs. Ben, je veux dire, la quantité et la qualité des données, c'est ce qui alimente le AI. Plus qu'on donne de données de qualité à l'intelligence artificielle, plus qu'il va être capable de nous faire des recommandations qui sont utiles qui sont vraies. Exact. Donc, par exemple, je suis un revendeur. Je veux desservir ce studio de podcast. D'accord. Ils ont des factures. Ils recherchent une imprimante qui va imprimer 100 pages par jour, on va dire. Ou peut-être réellement aujourd'hui, peut-être 10 pages par jour, réalistiquement. Donc, tu expliques le contexte. Voici mon client. Tu le réfères à soit une adresse Google Maps ou à son site web. Il recherche à imprimer 10 factures par jour ou 10 documents par jour. Quelle est l'imprimante que tu lui recommandes? Ensuite, juste parce que l'intelligence artificielle a accès à l'ensemble des datasheets, l'ensemble des documents que le revendeur a accès, ça va faire en sorte que par lui-même, le chatbot va être capable de répondre à la soumission et à la demande. Fait que ça fait en sorte que nos revendeurs deviennent soudainement plus performants et sont capables de prendre plus de requêtes et une meilleure qualité aussi, parce que les revendeurs ont soudainement plus le même besoin de connaître autant les produits qu'ils devaient les connaître il y a peut-être 10 ou 15 ans. Oui, puis c'est une question aussi de quantité de produits. Plus qu'on offre de produits, plus c'est difficile de les connaître, les particularités de chaque produit. Le AI n'a pas vraiment ces restrictions-là. Il y a une restriction, mais elle est beaucoup plus grande que ce que l'humain moyen aurait comme restriction. Là. Totalement. Puis un détail important, c'est que
Ranmar, en tant que distributeur, nous, qu'est-ce qu'on vend? C'est de la disponibilité de produits et next day delivery, bientôt same day. Mais le point est que nous, qu'on supporte un manufacturier ou 100, au bout de la ligne, on veut juste rendre le produit disponible. Et l'ensemble de qu'est-ce qu'on fait, des add-ons, si tu veux, sont là pour vraiment enable les revendeurs avec l'ensemble des manufacturiers qui, eux, veulent travailler. Donc, on a une philosophie à l'interne. Aussitôt qu'on le fait pour un, on le fait pour tous. Donc, vu qu'on doit le faire pour un revendeur ou un manufacturier, ben, je veux dire, on va construire le chemin pour l'ensemble. Puis ensuite, c'est le revendeur qui va décider comment il utilise l'information qu'on rend disponible et quels sont les manufacturiers que toi, tu veux supporter. Je veux dire, tu n'es pas obligé de supporter l'ensemble. Par contre, nous, ce qu'on te permet, c'est d'utiliser l'ensemble des manufacturiers que nous, on supporte. Ça va être beaucoup plus facile d'ajouter un manufacturier qu'on ne connaît pas avec quelque chose comme ça. Ouais, et de bien le supporter aussi. Parce que oui, c'est une chose de permettre à un manufacturier de se connecter à la plateforme. Par contre, c'est une autre de s'assurer que ses produits soient découverts sur un territoire donné. Donc, on va embarquer maintenant dans les services clés en main pour les revendeurs. Le premier, on le connaît tous, c'est ChatGPT. Gemini. Et Gemini, j'allais le mentionner, les Large Language Models, ou LLM. Donc, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, Mistral, en fond, il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est ChatGPT. Puis Gemini et Copilot commencent vraiment à prendre la place aussi. Ça, c'est numéro 1. Ils peuvent servir... Ce qui est spécial de ces outils-là, c'est que c'est des outils généraux. Ils peuvent être utilisés pour plusieurs cas d'utilisation. Que ce soit poser des questions, recommandations, extraire des données d'une image. Donc, c'est absolument quelque chose avec lequel il faut se familiariser. Le deuxième, c'est les générateurs d'images. Générateurs d'images, souvent, sont imbriqués même dans la même interface utilisateur que les LLM. Effectivement. Donc, une des choses pour ceux qui ont commencé à utiliser ChatGPT et Gemini, ils ont commencé à introduire le concept d'extension. Donc, la génération d'images comme telle est une extension. ChatGPT, initialement, avait une plateforme à part qui s'appelait DALL-E, qui ont développé toute cette expertise. Puis ensuite de ça, ils ont juste fait, OK, on va permettre à ChatGPT de communiquer avec des extensions. Donc, ils ont juste carrément enlevé la plateforme DALL-E puis créé un lien entre ChatGPT et DALL-E. Comme ça, tu es capable de créer un contexte, lui dire voici Ranmar, va chercher toute l'information sur notre site web ou sur notre document PDF. Ensuite, génère un background qui représenterait, dans le fond, une machine ou une personne ou une boîte dans un entrepôt. Donc, il va tout te générer l'entrepôt que tu vas ensuite pouvoir utiliser pour mettre d'autres choses par-dessus. Par contre, tu sais, le branding de chaque entreprise est rendu tellement important et tout ce branding-là passe à travers du contenu maintenant, de plus en plus. Ce qui fait que les images, les vidéos, ça devient de plus en plus important. Et, je veux dire, générer une image, on a accès à la génération d'images de qualité maintenant. Donc, il faut en profiter. Super important. Et c'est un service clé en main. Ça existe déjà. Tu as une subscription avec une licence d'entreprise. Je remets l'emphase sur licence d'entreprise. C'est très important. Aussitôt que tu as cette licence-là, je veux dire, c'est déjà embedded dessus. Plus loin que ça, j'utilise la version personnelle de Gemini. Ils ont intégré Google Flights à l'intérieur de ça. Donc, aussitôt que tu voyages, tu es capable de dire quels sont les vols entre tel endroit et tel endroit. Donc, de plus en plus, on va voir des services ou même des entreprises créer leur propre extension pour ces outils-là. Bien, ça va être ça. Ça va devenir le standard pour un service clé en main. Ça va être que l'interface avec laquelle on peut utiliser le service, c'est l'anglais ou le français. Ouais. C'est la langue maternelle qu'on a. Donc, je peux dire maintenant, avant, c'était un outil séparé où il y avait comme un langage spécifique qu'il fallait utiliser pour générer des bonnes images.
Ça marche encore d'ailleurs si vous voulez vraiment aller générer une image qui est parfaitement ce que vous voulez. Mm-hmm. Mais depuis qu'ils l'ont mis dans ChatGPT, puis il l'a dans Gemini aussi, il l'a dans Copilot, depuis qu'ils l'ont mis dans ces services-là, il suffit de dire voici le PDF de ma compagnie, ça décrit ce qu'on fait, qui qu'on est, c'est quoi notre vision. Puis voici une photo de mon entrepôt. Puis là, maintenant, mets-moi une image que c'est un nouvel forklift électrique dans mon entrepôt. 10 secondes, il va générer 4 images. Puis ça, là, c'est une connexion avec la philosophie d'entreprise de Renmore, mais c'est important d'itérer beaucoup avec ces outils-là. Fait que là, on a 4 images. On prend celle qu'on préfère. Peut-être qu'il n'y en a aucune qui est bonne, mais on peut réessayer. Mm-hmm. Fait que... Puis à tous les fois, ça va être une image différente. C'est ça qui est le fun de ces outils-là, c'est que peu importe combien de fois tu poses la même question, tu vas toujours avoir des réponses différentes. Ouais. Ou des images générées différemment. Fait que ça, c'était le deuxième service clé en main de génération d'images via écrire du texte en français ou anglais ou même parler. Le troisième service clé en main qui est significatif, c'est le text-to-speech. Donc, écrire du texte puis obtenir une version audio du texte ou vice-versa. Avoir, par exemple, l'audio de quelqu'un qui nous appelle par téléphone puis l'avoir en texte. Par exemple, on pourrait recevoir des téléphones de clients. On a manqué l'appel, mais ce qu'il nous dit est envoyé par email ou est ajouté à un ticket de support, des choses comme ça. Exact. Il y a déjà plusieurs services qui offrent ça. Par contre, ça devient accessible vraiment n'importe où. Donc, je veux dire, on fait un podcast présentement, extraire le transcript du podcast pour ensuite donner ça à un outil comme ChatGPT et dis-nous c'est quoi les meilleurs moments pour générer des short-form vidéos. Ben, je veux dire, ça devient très facile avec ce genre de technologie-là. Ça va être un de nos prochains projets. Puis d'ailleurs, si vous écoutez ça sur YouTube, ça ne m'étonnerait pas que juste ici, il y ait un sous-titre. C'est pas moi, c'est pas nous qui l'a écrit. On utilise les outils qui nous sont disponibles et réellement ne sont pas très coûteux. C'est juste une technologie il faut que tu apprennes à connaître et la majorité des gens ignorent totalement ces outils. Mais je pense que tu as touché un point important aussi ici, c'est que ces outils-là, tu sais, par exemple, des outils qui génèrent une voix de qualité ou qui extraient du texte d'un audio d'une manière vraiment presque parfaite, ça existe depuis un bon moment. Mais c'était tous des AI spécialisés qui coûtaient beaucoup d'argent, qui prenaient beaucoup d'efforts à utiliser. Mais maintenant, c'est plus ça. C'est super facile à utiliser puis ça coûte pas cher. Effectivement. Donc, pourquoi les revendeurs devraient au moins utiliser les LLM aujourd'hui? Ouais, pourquoi les LLM comme ChatGPT ou Gemini? Pourquoi dans le sens pour quel cas d'utilisation? Les cas les plus communs, bon, on va parler du premier cas qui est notre préféré, c'est les agents. Ah, total. OK. Donc, d'abord, je vais vous donner un exemple. On génère un document PDF où, aujourd'hui, j'étais en train d'écrire un document que vous-ben avez besoin. Parfait, excellent. Ouvre Gemini, mets-le parallèle au document. Ensuite de ça, fais-y référence. Comme ça, il a accès à tout le contexte. Et tout ce que j'ai fait, je devais définir un certain sujet. Define ce sujet en question. Et là, j'ai toute la description au complet. C'est pas parfait. Donc, tu lui demandes de le réajuster en fonction de ce que tu as réellement besoin. Et ensuite de ça, réellement, il a produit quelque chose de meilleur que ce que moi-même j'aurais pu créer. Donc, copy, paste. Ensuite de ça, je veux dire, c'est très difficile de connaître absolument tout sur tout. Par contre, ces engins-là nous permettent de déjà définir nos contextes, nos définitions. Fait que ça fait définir définition, j'aime ça. Donc, ça nous permet de, OK, c'est quoi donc ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce contexte-là? De juste l'expliquer au Large Language Model, puis il va être ensuite capable de bien le définir. Ensuite de ça, il y a un autre détail qui est important lié à ça.
nous, dans notre cas, on utilise les données de vente pour la prédiction d'inventaire. Vous avez accès à ces données-là aussi. En tant que revendeur, en tant qu'entreprise, vous avez des données opérationnelles. Vous avez des données qui vous sont propres à vous uniquement. Vous êtes capable de demander, OK, j'ai tel client, c'est quand la dernière fois qu'il a acheté? C'est quoi qu'il a acheté? Quel type de produit? Puis ensuite de ça, d'être capable, OK, quel produit serait connexe à celui-là dans ceux qui sont listés dans mon ERP? Donc, utiliser ces agents-là et leur permettre d'avoir accès à des données va vous, en tant que personne qui prend des décisions ou qui dessert le client en question, de prendre des bien meilleures décisions et ultimement de mieux servir la personne en question ou l'entreprise. Un exemple concret d'un agent qui serait facile à implémenter et qui aurait de la valeur pour plusieurs personnes, c'est, admettons, je prends toutes les transactions, toutes les opérations de la journée, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai envoyé, qu'est-ce que j'ai reçu, c'est quoi mes commandes, c'est quoi les événements, les emails que j'ai reçus, c'est quoi les emails que la ligne de support a reçus. Toute cette information-là est prise, mise dans un agent. Puis après, moi, je peux simplement demander à l'agent à la fin de la journée, admettons, je suis en vacances, je n'ai pas le temps de faire le suivi de tout ce qui se passe. Puis je peux lui demander, c'est quoi les 5 choses les plus critiques qui sont arrivées aujourd'hui que je devrais porter attention à. Puis il va me sortir quelque chose qui est sûrement exactement les 5 choses les plus importantes. Ouais. Ou du moins qui va être beaucoup mieux que si tu devais faire une coupe d'appel à chacun de tes employés puis de vraiment te mettre dans l'entreprise pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Plus loin que ça, si tu veux voir qu'est-ce qui n'a pas été facturé encore. OK, all right. Voici les shipments ou qu'est-ce qui n'a pas été, les services rendus qui n'ont pas été facturés. OK, fine. Generate invoices. Genre, on est quasiment là. C'est juste une extension. Donc, très bientôt, ces chatbots-là, oui, ils peuvent déjà extraire de l'information, donc read des bases de données. Et c'est juste une question de temps avant qu'ils puissent même prendre des actions. Donc, nous, dans notre façon qu'on a développée à l'intérieur de Ranmar, c'est on a développé une API qui, toutes les interfaces, que ce soit le portail manufacturier, le portail revendeur ou même Central à l'interne, passent par cette API. Mais cette API a aussi été créée pour permettre à des chatbots éventuellement de communiquer avec. Donc, si on va sur api.ranmar.io, on a déjà toute la définition de notre API, quelles sont toutes les possibilités de communication et la structure des données qu'on s'attend. Donc, pour un chatbot, indexer une page web, ensuite va être capable de communiquer avec extrêmement facilement. Donc, c'est sûr, nous, on a travaillé énormément sur l'aspect sécurité parce qu'effectivement, tu sais, où tu donnes une clé, c'est important que ce chatbot-là ait uniquement accès aux données que la clé lui permet d'avoir accès. Donc, on a déjà tout ce layer de sécurité de mise en place. Disons qu'on prend ça assez au sérieux, la sécurité. Donc, ça, c'était le premier cas, les agents. Puis ensuite, c'est des cas vraiment qui sont simples, mais qui sont tellement utiles. Résumer un document ou résumer un long courriel. Dis-moi en un paragraphe, qu'est-ce que cette page web-là dit. Dis-moi en un paragraphe, qu'est-ce que ce courriel-là me dit, ou etc. Ensuite, une fois qu'on a un résumé, on peut décider si oui ou non le reste du document vaut notre attention. Corriger, améliorer, amplifier un texte, tu en as parlé tantôt. Des fois, c'est le processus inverse qu'on cherche à faire. Donc, on sait qu'on veut écrire quelque chose, par exemple un courriel ou on veut écrire un courriel ou un document. On a seulement une idée de ce qu'on veut écrire. Par exemple, je veux parler des éléphants, où ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, puis qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant qu'il pleut. Donc, je prends juste ce petit paragraphe-là, tu donnes ça à ChatGPT, il va générer autant de paragraphes que tu veux sur le sujet. Et même des images aussi. Hein? Si tu veux faire une présentation, il va te générer ton image aussi.
Puis ça, on va y toucher tantôt. Des fois, c'est le fun ce qu'il va générer. Des fois, il hallucine. Surtout pour les images. On va parler des hallucinations tantôt. Effectivement. Donc, oui, corriger, améliorer, amplifier un texte, c'est une des plus grandes forces des language models. Ils sont bons à travailler avec le langage. Vous pouvez l'utiliser quand vous faites du marketing, comme j'avais mentionné tantôt. Vous connaissez vos clients, peut-être vous avez une description de vos clients, de leur compagnie. Vous voulez envoyer des courriels à plusieurs clients en même temps, périodiquement. Ben, si vous utilisez un service comme ça, vous pouvez envoyer des courriels qui sont beaucoup plus intéressants à lire qu'un courriel très générique. La traduction des langues. Mm-hmm. ChatGPT, combien de langues tu penses qu'il peut parler? Plus que moi. C'est absolument une des forces de ces systèmes-là. Vous avez un document en anglais, en français, en espagnol. L'ère de Google Translate, c'est terminé. Je pense que oui, moi. Ben, d'après moi, ce qui va arriver, c'est que Google Translate va devenir Gemini. Parce qu'en fait, ces modèles-là vont faire une traduction qui comprend les subtilités de la langue, qui va faire une traduction qui est beaucoup plus proche du sens, puis moins faire d'erreurs que ce qu'on voyait avant. C'était évident quand une page web était traduite sur Google Translate. Effectivement. Et plus loin que ça, je veux dire, Gemini va être capable de comprendre le contexte dans lequel le texte doit être traduit. Si tu vends, dans le fond, un site d'exploration des éléphants, par exemple, puis que dans le fond, le service que tu veux rendre va être à une personne qui parle en espagnol, mais va comprendre, OK, les termes que je dois utiliser doivent être des termes qui sont propres à l'exploration des éléphants sur un territoire donné. Donc, ça va aussi être une des forces que Google Translate ne peut pas faire nécessairement aujourd'hui. Non, absolument, ouais. Comprendre le contexte, c'est quelque chose d'assez spécial qui est capable, mais il le fait définitivement. On observe que ça se produit, même si, en fait, à la base, ces systèmes-là ne font que prédire le prochain mot. Ouais. Mais à l'interne, ils ont développé, à travers l'entraînement qu'ils ont subi, une espèce de compréhension du contexte incroyable. Quand même. Puis finalement, le cas simple mais extrêmement utile, qu'on utilise les deux tous les jours, c'est extraire du texte d'une image. Ouais. Les gens, une façon vraiment simple de déboguer un problème, c'est simplement, tu prends un screenshot puis tu le mets dans le chat ou dans le courriel, dans le média de communication. Donc, c'est très, très utilisé. Mais moi, je reçois ça, puis comme ça vient me chercher à l'intérieur, là, mais très, très profondément, parce que là, il faut que je rentre avec mes 2 doigts le texte qui a été mis dans une image. Donc, right-click, copy, mets ça dans Gemini, extract, boom. Tu peux même y poser une des choses que j'ai faites aujourd'hui, j'ai reçu une image d'un document RMA, un return, une forme d'autorisation. Je voulais juste extraire le numéro du document. Je ne voulais pas tout le reste de l'information. J'ai juste dit extract return number. Il me l'a sorti une ligne. J'étais capable de copy-paste. Et en dedans de comme 3 secondes, c'est plus rapide de passer à travers ce processus-là plutôt que de le rentrer manuellement. Et tu fais moins d'erreurs aussi. Absolument. Puis c'est quelque chose de... Justement, on parlait de comprendre le contexte. Admettons, j'envoie un screenshot de l'écran du site web, puis, je sais pas, il y a un formulaire, 2 boutons, puis 4 champs d'entrée. Si je pourrais envoyer ce screenshot-là à quelqu'un, lui dire j'ai un problème avec le 4e bouton, 4e entrée. Ensuite, cette personne-là pourrait aller mettre ça dans GPT, dire c'est quoi la 4e entrée. Puis, il y a une compréhension, il est capable de comprendre c'est quoi les tableaux, c'est quoi 1, 2, 3, 4, c'est quoi le 4e élément de la page. Donc, c'est plus puissant que juste dire juste écrire du texte ou des choses comme ça. Et même plus loin que ça, pour bâtir par-dessus ça, moi, on va dire, je dois remplir un formulaire, par exemple, pour le studio de podcast qui me pose un paquet de questions redondantes. Je suis capable de faire un screenshot du formulaire du podcast, le donner à Gemini. Voici les questions que je dois répondre. By the way, je suis ranmar.io. Enter. Ensuite de ça, il va tout écrire la question, écrire la réponse comme
comment il recommande. Et je veux dire, tu fais la validation, copy-paste, et c'est juste une question de temps avant qu'il fasse lui-même tous ces détails-là. Donc, Ouais. Bon, on pourrait toucher sur un point avec ce que tu viens de dire, la validation. C'est quelque chose qui est important quand on utilise ces outils-là. C'est qu'on devient moins des auteurs de texte, mais plus on fait plus des revues de texte. Ça s'applique si on fait du code avec ou si on fait du texte avec, c'est important de lire ce qui est écrit. Totalement. Je veux dire, c'est même écrit là, dans le disclaimer juste en dessous de où tu rentres ton texte. S'il vous plaît, validez, l'information peut être incorrecte. Fait que définitivement, je veux dire, c'est important de faire cette partie-là. Par contre, c'est important d'apprendre à utiliser ces outils-là. Puis beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle va remplacer les humains, mais non. Il faut juste que tu comprennes que tu dois t'adapter à ces outils-là. C'est comme quand l'automobile est arrivé. Je veux dire, oui, tout le monde pensait que les jobs allaient tous disparaître, mais non, on s'est juste adapté. On a construit autour de ces outils-là. On a développé des routes, des nouvelles compagnies, etc. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec l'intelligence artificielle. C'est un nouvel outil qui vient de se faire introduire à la société. C'est important de comprendre comment ça fonctionne et de bâtir autour de cet outil-là ou technologie. Ouais. Puis là, on parlait d'un des risques avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il nous donne une mauvaise information. Mais quand on considère tous les risques qui sont présents en ce moment pour une petite compagnie, le plus gros, c'est ne pas adapter l'AI, ne pas toucher à l'AI. Totalement. Donc, en parlant de ça, quelles seraient les prochaines étapes pour un revendeur? Exact. Il y a des choses que vous, si vous êtes revendeur ou même si vous êtes n'importe quelle petite compagnie, devez absolument faire dans l'ère qu'on vient d'entrer. Les données, ça relie aux données. Vous devez garder un ensemble de données sur votre compagnie, des données de haute qualité, puis ils doivent être accessibles au système d'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. La récolte de données. Donc, vos transactions, les opérations qui se produisent, qu'est-ce qui rentre dans l'entreprise, qu'est-ce qui sort de l'entreprise, les courriels qui rentrent, les courriels qui sortent, les clics des utilisateurs. Là, on ne faut pas aller trop loin. Mais... by the way, on ne fait même pas ça nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est de la perte de données. Mais ce qui veut dire, c'est des informations que tu veux garder, storer dans ton système puis être capable de cleaner pour ensuite être capable de l'utiliser. Absolument. Fait que garder ça dans un format standardisé, c'est extrêmement utile. Quoique, c'est une des forces de ces nouveaux systèmes-là, c'est qu'ils sont capables de travailler avec l'information, même si toute l'information n'est pas dans le même format. Fait que, je peux avoir des images, je peux avoir des fichiers d'un Word, je peux avoir des fichiers PDF, puis il va être capable de travailler avec. Le point qui est plus important, c'est est-ce que c'est disponible pour l'intelligence artificielle? Exact. D'où, pour revenir à ton point, la qualité des données que tu vas lui donner. C'est important. C'est pas le format qui importe, c'est la qualité des données. Tu veux pas avoir des données qui sont maintenant unrelevant parce que lui, il va prendre ça pour des vraies données puis il va peut-être faire un lien avec quelque chose qui va juste être weird dans ton contexte actuel, mais qui va avoir pensé que c'est relevant. Mais réellement, c'est juste toi qui as comme fait une erreur puis mettre comme une information liée à, comme on va dire, ta famille qui n'a aucun lien avec ton entreprise. Juste t'assurer que ces données-là soient vraiment séparées dans des systèmes et des endroits différents. Ouais. Chez Renmar, une des techniques utilisées qui nous aide à rendre les données disponibles aux intelligences artificielles, c'est que justement l'API. Tout passe par l'API, qui est dans une couche très sécurisée, mais une seule couche. Donc, il n'y a pas 50 systèmes avec lesquels on doit interagir. Il y a un système sécurisé, puis l'intelligence artificielle passe par le même système que tous les usagers pour accéder à toutes les données. Exact. Puis ça, pour nous, un des gros avantages de cette structure-là, c'est que ça nous permet de rouler l'intelligence artificielle sur un réseau qui est totalement séparé. On va peut-être avoir une partie qui va être dans le cloud, une partie qui va être sur notre serveur local, une autre partie qui va être sur mon ordinateur quand je vais peut-être être dans comme une autre ville, par exemple. Fait que ça fait en sorte que, OK, on a des systèmes un petit peu partout qui roulent,
Par contre, par le fait qu'ils passent toutes par l'API et que chacun d'eux ont leur propre clé, leur propre manière de s'authentifier avec l'API, ben, on est capable de s'assurer que les données sont extrêmement propres. Et plus loin que ça, pour insérer une donnée dans notre système, tu dois passer par l'API aussi. Ce qui fait en sorte que nous, on définit les règles d'affaires de manière extrêmement stricte. Donc, les données qui ne sont pas selon nos standards à nous sont automatiquement rejetées. Donc, on demande uniquement d'avoir des données de qualité, puis ces données-là sont aussi storées de manière standard, ce qui fait en sorte que l'utilisation, après, devient beaucoup plus simple. Donc voilà, pour réitérer, numéro 1, la récolte de données de qualité dans des endroits qui sont disponibles pour l'intelligence artificielle. Haute qualité, disponible. Si c'est tout dans le même format, c'est encore mieux, mais ce n'est pas absolument nécessaire. La dernière chose que vous devez absolument faire en tant que revendeur ou petite entreprise, c'est explorer beaucoup d'outils AI en continu. Effectivement, tous les jours, à toutes les semaines du moins, vous devriez accorder un petit peu de temps à explorer ces outils-là, à apprendre à les connaître, à voir les différentes techniques, apprendre à prompt ces outils-là. C'est extrêmement important. Le gain va être énorme. J'aimerais ça aussi, ça appuie ce détail-là. Utiliser ces outils-là, une des manières, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est simplement par commencer avec un document PDF. Je vais mettre toutes les informations de mon entreprise publique qu'ensuite de ça, je juge sont importantes autant pour les gens à l'interne de l'entreprise que les fournisseurs et mes clients doivent connaître à propos de l'entreprise. Ensuite de ça, pour démarrer, tu es capable simplement de faire référence de référer ce document-là à l'engin d'intelligence artificielle et commencer à juste lui poser des questions. Est-ce qu'il comprend bien mon document? Est-ce que j'ai bien positionné l'information? Est-ce que j'ai des changements que tu recommandes? Donc, juste mixer un document PDF avec un engin d'intelligence artificielle et t'assurer que ton document soit sans faille puis que l'outil soit capable d'extraire et de prédire le plus possible les questions face à ton entreprise de manière accurate. Absolument. Donc, là, on a d'autres sujets. Par contre, ça fait le tour de l'ensemble des sujets importants autour de l'intelligence artificielle qu'on voulait partager avec vous. Ça fait partie de l'académie. C'est l'académie, on le rend disponible à n'importe qui pour explorer. On juge que c'est important pour tout le monde d'apprendre à utiliser les outils d'intelligence artificielle. Donc, Philippe, un gros merci pour ton temps, pour ton knowledge. Je pense que c'est très pertinent pour tout le monde. Et, ça fait plaisir, Justin. On encourage tout le monde à suivre ce que Ranmar fait.